En attendant, on va parler donc des enjeux actuels pour les PME sous l'angle du télétravail avec la cybersécurité. Et je crois qu'on aura un déroulé sur une cyberattaque avec des pistes de réponse pour se protéger efficacement. Alors je ne sais pas qui souhaite démarrer, Christophe, Ludovic, et puis vous interchanger en attendant. Merci à vous deux d'être présents. Merci. Alors effectivement, l'idée c'est de passer un peu de temps ensemble sur le sujet de la cybersécurité, de le regarder sous l'angle du télétravail. Et donc Ludovic qui nous accompagne, donc le sénateur, reprendra des sujets sur le télétravail de façon générale par rapport à des enjeux, les mobilités nouvelles qu'il se crée autour de ce télétravail et de bien comprendre. De mon côté, je vais plus insister sur les aspects enjeux de sécurité et essayer de les partager avec vous sans être technique pour éviter de perdre tout le monde. Voilà, donc si on avance sur les slides, on va trouver déjà les attaques du moment. C'est vrai que quand on fait ces présentations-là, on a toujours une matière vive et sur laquelle on peut interagir. La dernière attaque de la semaine dernière, c'était un hôpital, encore un hôpital, avec un système qui fait que les données ne sont plus en sécurité aujourd'hui dans nos hôpitaux. Et c'est vraiment un problème majeur. On reviendra après, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au temps que l'on veut prendre. Sur la slide suivante, une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, et juste pour mettre un contexte de ce qui se passe en ce moment, c'est SolarWinds. C'est une des plus grandes attaques qui y a eu lieu dans le domaine de la cybersécurité depuis quelques années, avec une ampleur inégalée. C'est un fournisseur de produits de sécurité qui fait de la surveillance sur les infrastructures de ses clients à travers le monde entier et qui a été attaqué de façon très ciblée avec une volonté d'aller jusqu'aux développeurs, donc ceux qui créent la matière informatique, qui créent les logiciels, parce que si on arrive à s'emparer de cet élément-là, on peut accéder directement à tous les clients. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui ont été concernées par cette attaque indirectement. Donc ça, c'est la puissance infinie en termes de cyberattaque. On a vu tout à l'heure la cyberattaque départementale, régionale, qui peut tous nous toucher. Là, on est sur une dimension majeure internationale. Si on avance un peu pour vous dire que nous sommes évidemment tous concernés aujourd'hui, 91% selon Le Point des entreprises et organisations françaises ont été touchées à un moment donné par une cyberattaque. On verra que la cyberattaque, ça peut être quelque chose de très simple, très, très basique en termes de technicité. C'est à la portée du premier voyou possible. Et puis, ça peut être aussi très sophistiqué, piloté y compris par des puissances étatiques qui vont faire appel à des sphères criminelles. Donc, c'est relativement vaste, mais en attendant, nous sommes tous concernés, nous sommes tous touchés par cela. Les études montrent qu'aujourd'hui, la matière principale touchée par les cyberattaques sont les hôpitaux, les collectivités et les fournisseurs de services de sécurité. Cette slide vous montre les pourcentages d'attaques. Donc là, on est sur quelque chose qui met un peu d'éléments précis. Vous avez sûrement tous reçu à un moment donné un mail, et on présentera tout à l'heure, pour être très pédagogique, comment ça se présente, de phishing, c'est-à-dire la volonté de vous voler un mot de passe qui permet ensuite d'accéder potentiellement à un service bancaire. Je vous détaillerai aussi une arnaque au président. Alors, elle n'est pas théorique puisque nous l'avons vécu. Donc, on a anonymisé une partie des informations, mais ça vous montrera que voilà, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire et pour le coup ne nécessite pas de technicité. Et puis, ce qui fait aujourd'hui la réussite de ces pirates, c'est souvent les attaques sur des vulnérabilités que vous avez dans votre système d'information. Donc, on reviendra tout à l'heure sur ces sujets-là pour montrer aussi comment on peut se protéger simplement, les premières actions à mettre en œuvre avec, je le dis tout de suite, un référentiel. La chance de la France, c'est d'avoir l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui donne un peu le là et qui est un aiguillon pour nous tous sur la cybersécurité. Si on avance, et je l'ai dit tout à l'heure, les cyberdélinquants, ça va de l'adolescent qui découvre l'informatique et qui va utiliser des outils tout faits sur Internet, parce que la plupart, et on le verra tout à l'heure, des outils
que l'on a sont disponibles gracieusement sur Internet. Ça peut être des groupes de cybercriminels dans certains États qui peuvent même être orchestrés par ces États. C'est aujourd'hui une dimension nouvelle qui apparaît, c'est-à-dire qu'une volonté de nuire économiquement et pas simplement de vous rançonner. Et les deux peuvent s'appuyer sur soit des groupes de cybercriminels, donc certains sont connus, peuvent être d'origine russe, d'origine chinoise. On l'a encore vu très récemment avec une des failles dans un produit Microsoft pour la partie chinoise. Et puis, quelles sont les motivations ? Les motivations, ça peut être de tout ordre. Ça peut être de vous rançonner, de vous prendre de l'argent, de vous prendre des données pour ensuite les mettre sur Internet si vous ne payez pas une rançon. Ça peut être un concurrent qui vous veut pas forcément que du bien. Bref, aujourd'hui, on a une sphère très large de la capacité d'attaque et vraiment, à nouveau, cela peut toucher tout le monde. Et puis, dernier point, ça peut être aussi un collaborateur dans l'entreprise, peut-être par maladresse ou par malveillance, veut vous nuire et va avoir une action qui va mettre en danger vos données. Alors je l'ai dit tout à l'heure, des scénarios d'attaque, c'est du réel, c'est ce que nous avons vécu. Donc un membre de la direction a eu son mail utilisé, mais pas le sien véritablement. Le mail a été créé sur un site Gmail, très simple à faire, et qui s'adressait à quelqu'un qui est en comptabilité chez nous. Donc ils n'ont pas l'habitude d'échanger. Donc le mail était très simple. On met dans un contexte. Est-ce que vous avez été contacté par maître Intel de KPMG ? Donc tout ça, ça semblait véridique. Tiffany qui reçoit le mail, et c'est la slide suivante, va juste répondre non, ça ne lui dit rien. Évidemment que ça ne lui dit rien puisque ça n'existe pas. Et là, la personne enchaîne avec le vrai nom de quelqu'un de la direction qui n'est pas sur le site. Donc ça a été bien ciblé. Eh bien, il fait du teasing et puis il annonce un mail suivant qui va être détaillé sur, on le voit arriver tout de suite, une volonté de faire potentiellement un virement sur un compte spécifique. Si on reste 2 secondes sur cette information sur le mail précédent, les éléments qu'il faut retenir, c'est qu'on a été bluffé, pas par la technicité, parce que c'est relativement simple à faire, mais par le ciblage qui avait été fait. La personne de direction qui a été mimée dans ses actions par son mail n'était pas forcément connue. La personne qui a été ciblée pour recevoir le mail avait changé de nom très récemment. Et ce nom, on ne l'a jamais retrouvé sur Internet, puisqu'elle a maintenant son nom d'épouse. C'est un élément clé, majeur, qu'il faut bien imaginer, c'est-à-dire cette capacité à aller chercher l'information au bon endroit sur tout ce qui est disponible aujourd'hui. Le suivant, c'est le phishing le plus classique qu'il existe. Je pense qu'on l'a tous reçu, si ce n'était pas pour la banque, c'était pour notre fournisseur Internet. C'est la capacité de tomber dans le piège d'un mail qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais plus que ça, même, à ce que vous aurez envoyé votre banque, votre fournisseur Internet, etc. On le verra tout à l'heure, il y a des moyens pour tester notre capacité à résister à ce type de mail. Et nous l'avons évoqué en préambule, c'est de vous décrire un peu la façon dont se passe une attaque, pour vous montrer la simplicité, et puis arriver sur le sujet du télétravail, pour vous montrer la vulnérabilité que nous avons chacun d'entre nous. Ça commence par un utilisateur, c'est vous, c'est moi, à son domicile, utilise son ordinateur personnel pour pouvoir accéder au réseau d'entreprise. Situation très banale aujourd'hui. On verra tout à l'heure les chiffres du télétravail depuis plus d'1 an. Eh bien, cet utilisateur, il va recevoir à un moment donné un mail qui a été envoyé par un hacker qui se trouve à l'autre bout de la planète, alors qui, lui, pour le coup, est en sécurité. Et j'ai souvent tendance à le dire, le métier de hacker est plutôt un métier de paresseux, puisque lui, ce hacker, il va prendre une base de données de mails qu'il aura peut-être acheté sur Internet, dans le dark web, et avec 10 000, 100 000 adresses mail, et il va appuyer sur un bouton qui va permettre d'envoyer des mails à travers la planète à tous ses destinataires. Et là, se trouvent à l'autre bout des gens qui vont ouvrir ce mail, jusque-là, rien de trop grave, mais des fois qui vont aussi ouvrir la pièce jointe contenue dans le mail. Ça peut être un fichier Excel, un fichier Word, quelque chose qui va avoir un dispositif actif, un exécutable qui permettra ensuite
à ce hacker d'être informé. Et là, à nouveau, c'est pour ça que je parlais d'un métier relativement paresseux. Une fois qu'il a appuyé sur un bouton, donc c'est relativement simple, il va attendre que ça sonne chez lui pour lui dire un tel, à l'autre bout de la planète, a ouvert la pièce jointe et a déclenché l'exécutable. À partir de là, donc on est toujours sur l'ordinateur familial, personnel, eh bien, le hacker va pouvoir prendre le contrôle de cet ordinateur immédiatement. Prendre le contrôle, ça veut dire qu'il va pouvoir faire tout ce que vous feriez si vous étiez devant le poste de travail. Il va pouvoir voir votre écran, évidemment, ce que vous êtes en train de faire. Il va pouvoir même vous voir avec la webcam que vous avez sur votre ordinateur. Il va pouvoir, s'il est un peu joueur, allumer le disque CD-ROM et le refermer, le DVD. Il va pouvoir voir ce que vous frappez, et surtout, sur le clavier, et surtout, il va voir tout ce qui est accessible par votre ordinateur. Et donc, si votre ordinateur est connecté à ce moment-là sur votre réseau d'entreprise, il accède à tous les documents auxquels vous avez accès, vous, avec votre autorité d'utilisateur dans l'entreprise. Et la première chose que va faire ce pirate à l'autre bout de la planète, c'est de dire, est-ce que cette personne est bankable? Est-ce qu'elle m'intéresse? Est-ce que c'est un particulier qui est juste sur son ordinateur et a juste ouvert cette pièce? Ou bien, est-ce que j'ai accès justement à un réseau d'entreprise? Et là, ça devient vraiment intéressant pour moi, ou un hôpital, ou une collectivité. Et pour cela, c'est des outils qui sont disponibles sur Internet. À chaque fois est cité en dessous le type d'outil qui est utilisé. Tout cela vient, et c'est sourcé en bas à droite d'un document de l'ANSSI qui date de février 2020. Eh bien, ces outils disponibles sur Internet vous permettent de scanner, c'est-à-dire de vérifier tous les ordinateurs accessibles, donc que cet utilisateur voit. Et donc, c'est ceux de l'entreprise, potentiellement. Et pour chacun, de dire, est-ce qu'ils sont à jour de leur système d'exploitation? Et si ce n'est pas le cas, on sait que pour chaque système d'exploitation qui n'est pas à jour, on connaît les vulnérabilités potentielles qui sont des portes ouvertes pour le pirate. Et donc, à un moment donné, et là, il a appuyé à nouveau sur un seul bouton, il va avoir un rapport qui lui dit, tiens, tel serveur Exchange, par exemple, c'était un des derniers sujets d'actualité avec Microsoft, eh bien, ce serveur Exchange n'est pas à jour. Eh bien, on peut y déployer la faille Intel et donc potentiellement prendre le contrôle de ce serveur Exchange, serveur de messagerie. Et à partir de là, il a tout gagné. Il va pouvoir déployer et prendre le contrôle dans l'infrastructure de l'entreprise. Je suis toujours sur la slide précédente. Et sur cette, merci Sophie, sur cette entreprise, il va pouvoir mettre ce qu'on appelle un ransomware, chiffrer les données et donc remplacer toutes vos données visibles par des données illisibles. Il restera un seul fichier, qui est un fichier texte, que vous pourrez lire, dans lequel vous aurez le montant de la rançon. Voilà comment se passe une attaque. C'est très simple. Et c'est ce qui a été fait sur notamment le CHU de Rouen en novembre 2019, détaillé à nouveau par l'ANSSI, avec tous les outils qui sont nommés en dessous. Et le probable suspect, voire coupable, était un groupe russophone. Donc voilà, c'est simple, juste pour que vous compreniez, et c'est la slide suivante, qu'en cette période de télétravail massif, vos ordinateurs personnels sont des points de défaillance potentielle pour l'entreprise sur laquelle vous vous connectez si vous n'utilisez pas les bons outils. Et il y a des vrais enjeux par rapport à ça. Sur ce télétravail, nous sommes passés d'une situation avant mars 2020 où nous avions globalement 2 millions de télétravailleurs réguliers à 5 millions. Donc vous avez eu 3 millions supplémentaires de télétravailleurs à partir de mars. Ça a un peu diminué dans le temps, mais c'est de cet ordre-là. Eh bien, très simplement, est-ce qu'il y a eu 3 millions d'ordinateurs d'entreprises qui ont été fournis à ces 3 millions de télétravailleurs du jour au lendemain? La réponse, évidemment, est non. C'est-à-dire que ces télétravailleurs, vous comme moi, potentiellement, ont accédé depuis leur ordinateur personnel, qui représente une menace, au réseau de l'entreprise. Une menace parce que, à la différence de l'ordinateur professionnel, qui est un ordinateur dit de confiance, c'est-à-dire sécurisé selon les règles en vigueur normalement dans le monde de la cyber, eh bien votre ordinateur n'est pas de confiance. Vous n'avez pas la possibilité souvent, personnelle, de pouvoir le mettre à un haut niveau de sécurité. Et
vous n'avez pas forcément l'antivirus à jour, etc., etc. Et donc, là, il y avait un point de faiblesse majeur, ce qui aussi explique aujourd'hui une partie des attaques massives que l'on a et cette augmentation que l'on connaît depuis un an. Une des solutions sur cet élément-là, c'est de remplacer une technologie qui commence un peu à dater, qui s'appelle le VPN, Virtual Private Network, qui est connu aujourd'hui maintenant un peu du grand public, parce qu'on appelle des technologies de Zero Trust. Zero Trust, ça fait que votre ordinateur, quel que soit son niveau d'infection, même s'il est touché par un virus, ne va pas pouvoir rentrer dans un réseau sécurisé. Et donc, entre guillemets, on rend de confiance cet ordinateur qui ne l'est pas au départ. Voilà, juste pour montrer un peu les pistes de solutions qui existent aussi sur ces sujets-là. Si on avance, et je l'ai dit tout à l'heure, pour donner prendre un peu de recul par rapport à tout cela, voici les 3 grands types de vulnérabilités que nous pouvons tous connaître. Et pour que chacune d'entre elles, je connais des entreprises, des structures, des associations, des collectivités ou des hôpitaux qui ont eu des attaques réussies. Les systèmes d'exploitation, Windows, plus connu, qui fonctionne le plus dans nos environnements professionnels, si vous ne le mettez pas à jour, vous prenez un risque majeur. Donc vraiment, le paramétrage non à jour d'un système de type Windows est un risque majeur pour une entreprise. Le deuxième, la première précaution qu'il faut prendre par rapport à son système, et elle n'est pas suffisante, évidemment, c'est d'avoir des sauvegardes opérantes. Opérantes parce qu'à un moment donné, vous les avez testées. Vous devez sauvegarder vos données dans les meilleures conditions. Vous devez vous assurer qu'elles sont aussi déconnectées du réseau, en tout cas qu'une partie est déconnectée du réseau. Il y a eu une attaque pas très loin d'ici récemment avec des sauvegardes qui ont été corrompues, chiffrées aussi, parce qu'elles étaient restées connectées au système d'information. Donc vos sauvegardes, faites des sauvegardes aussi déconnectées. Nous, on les met régulièrement dans un coffre bancaire. Voilà. Donc, on ne peut pas faire plus sécurisé normalement, et on revient à la sécurité physique. Enfin, souvent, on ne se rend pas compte que le pirate peut déjà être rentré. Et là, c'est vraiment très important de mettre en place des systèmes de suivi des actions des utilisateurs, parce que de toute façon, ce pirate, il utilise une authentification qui a été volée ou qui a été créée pour pouvoir rentrer dans le système, donc il doit laisser des traces, sous réserve que vous ayez mis en place les journaux qui suivent ces traces. Ces 3 éléments relativement basiques, mais qui couvrent énormément de types d'attaques aujourd'hui. Sur la slide suivante, souvent on me pose la question, par quoi faut-il commencer ? Et il y a eu des échanges avec Grand Innov, la région Grand Est, sur ces sujets-là. Et je réponds ce que nous avons fait, nous, en premier. C'est une analyse de risque. C'est de faire appel à un prestataire spécialisé en cyber, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes éditeurs de logiciels de cyber, mais nous ne faisons pas de prestations de cyber. Donc on a fait appel à une société qui vous fait une photo à 360 degrés de votre système d'information et qui vous dit « là, ça ne va pas. Ça, il faut l'améliorer. Ça, il faut peut-être le faire autrement. Ça, c'est bon. » Et ça vous permet d'avoir une feuille de route ensuite pour les semaines, les mois, voire les années qui suivent, pour pouvoir monter en niveau votre niveau de sécurité, votre niveau de réponse. Ce type de prestation, qui a lieu sur plusieurs jours, coûte quelques milliers d'euros. C'est relativement accessible pour une PME, et j'ai tendance à dire, vous n'avez plus le choix aujourd'hui. Le deuxième, c'est le système de sauvegarde, qui est vraiment un élément clé, un élément important. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas. Le troisième, c'est la pédagogie. C'est la capacité de rendre vigilants tous les utilisateurs. Je l'ai évoqué un peu en amont tout à l'heure, sur le phishing, par exemple. Quelque chose de tout simple à faire. Vous pouvez le demander à un prestataire, voire même l'organiser vous-même. C'est que vous faites un simulacre de phishing vers vos collaborateurs. Vous leur envoyez un pseudo-mail auquel ils ne sont pas censés répondre, puisqu'il n'est pas réel. Eh bien, quand vous faites ça, vous allez découvrir que 10, 20, 30, 50% des collaborateurs vont quand même l'ouvrir et quand même mettre un mot de passe sur quelque chose qui n'est pas sûr. Donc c'est une façon aussi derrière de dire à vos collaborateurs, bah attention, là vous vous êtes fait arnaquer. C'est pas grave, c'était une fausse alerte, mais la fois prochaine, il va falloir être vigilant sur ce genre de sujet. Les moyens humains, souvent, dans nos petites entreprises moyennes, et même jusqu'à 250 personnes, on a un service informatique
naissants ou de faible envergure, il faut de plus en plus avoir potentiellement, je dirais au-delà de 100 collaborateurs, un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ça devient un élément clé aujourd'hui, quelqu'un qui est capable d'intervenir sur votre sécurité informatique. C'est une nouveauté, c'est une dépense supplémentaire, mais compte tenu de l'ampleur de la menace et sa façon de se développer de façon exponentielle, à un moment donné, nous n'allons plus avoir le choix que de faire des dépenses de plus en plus importantes. Et enfin, choisir de bonnes solutions. Et pour cela, je vous renvoie à la slide suivante, qui est un très bon guide édité par l'ANSSI, que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, qui est un guide pratico-pratique, vraiment, à tous les niveaux, pour les PME et les TPE, et qui part de questions très simples et qui vous emmène sur la bonne solution, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, lisible par un dirigeant de PME qui n'a pas de compétences informatiques. Et sur certains points, c'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus complexe de vous faire accompagner par votre prestataire informatique. Mais déjà là, vous avez une bonne matière avant peut-être une première analyse de risque. Donc voilà en quelques minutes rapides, un petit tour d'horizon du sujet cyber. Et évidemment, je suis disponible pour des questions maintenant ou plus tard par mail, téléphone. N'hésitez surtout pas. Non, je pense qu'on va, merci Christophe, on va passer la parole à Ludovic et puis après on aura un petit quart d'heure pour poser en live les questions sans aucun souci. Et après tu pourras répondre ultérieurement après. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'être complémentaire aux propos de Christophe Korn et je pense qu'effectivement ça va pouvoir se faire. Je vais essayer également de vous laisser du temps pour les questions-réponses. Donc ça c'est un point, j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus. Juste pour revenir sur un certain nombre de points, donc effectivement, bon, aujourd'hui, Christophe Korn, on ne le présente plus au niveau de Systentia. Je le remercie d'avoir à la fois pu nous livrer son regard puisqu'il dirige une entreprise qui non seulement développe, mais aussi met en place un certain nombre de solutions sécurisées. Et je le dis aussi, labellisé ANSSI, et je salue Michel Rochelet, qui est notre responsable régional de l'ANSSI. Aujourd'hui, on a avec l'ANSSI et également cybermalveillance.gouv.fr, je vous invite à aller sur ce site, on le mettra peut-être dans le compte-rendu. Vous avez énormément d'outils. Et Christophe le disait très justement, en France, on a la chance d'être sensibilisé depuis un petit moment sur ces questions-là. Après, l'actualité nous donne malheureusement raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour sans qu'il se passe, sans qu'il y ait une attaque. Et de ce point de vue-là, il est important de poursuivre non plus la sensibilisation, mais maintenant il faut quand même aussi passer à l'action sur un certain nombre d'actions qui sont encore une fois relativement simples à mettre en place. Le télétravail, si vous voulez, il n'est pas nouveau. Et je tiens immédiatement à dire que le télétravail n'est pas le travail à domicile. Il y a encore beaucoup de personnes qui mélangent les deux. Le télétravail vous engage en tant qu'entrepreneur, et s'il y a des juristes autour de la table, sachez que vos agents, lorsqu'ils sont bien qu'ils soient à la maison, dépendent de votre entreprise. Ils doivent se soumettre au code de travail de votre entreprise et à la charte de bonnes pratiques de votre entreprise. Donc, alors que le travail à domicile, souvent, ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'utiliser leur domicile comme lieu de production selon ce qu'ils font. Ça, c'est un point qui est important parce que des fois, on entend encore des personnes qui disent dès lors que je suis à la maison, je fais un peu ce que je veux. Et dès lors qu'on est dans cette optique-là, on peut parfois s'affranchir d'un certain nombre de règles, y compris des règles de sécurité. Pourquoi il s'est développé il s'est développé durant la crise, ce télétravail? Tout simplement parce qu'il a permis de résoudre cette équation difficile de comment maintenir une activité économique sans créer de contact humain. Donc je sais que ce n'est pas applicable en fonction de vos entreprises, en fonction de vos domaines de prédilection. Ce n'est pas toujours applicable. Il y a des entreprises qui nécessitent d'avoir des personnels en permanence en présentiel sur le site. Mais pour ceux pour qui ça a été possible, ça a été quand même d'une grande aide. Maintenant, moi, au niveau du gouvernement, évidemment, au niveau du Sénat, la question du télétravail aurait pu être abordée de manière très simple en disant, voilà, le télétravail, c'est une nouvelle façon de travailler. Mais ce n'est pas que cela. Et je prône pour la mise en place d'une sorte de grande discussion autour du télétravail parce que, je vais vous le dire, ça n'impacte pas que l'entreprise, ça n'impacte pas qu'un moyen numérique de se connecter à l'entreprise. Le télétravail, c'est bien plus que ça. Le télétravail, c'est une révolution dans notre société. Il y a un avant, il y a un après. Et pour celles et ceux qui pensaient que dès lors qu'on va reprendre, dès lors que ce Covid sera derrière nous, j'espère le plus rapidement possible, on va reprendre une vie exactement pareille, je pense que les entreprises qui se sont organisées
aujourd'hui ne reviendront pas tout à fait dans la manière de travailler qui était avant la crise. Pourquoi ? Parce que on s'est aperçu qu'il y avait une souplesse. Ça apportait une certaine souplesse pour vos agents, pour vos collaborateurs. Aujourd'hui, certains se sont très très bien acclimatés à cette nouvelle façon de travailler, d'autres moins. Je tiens également à dire qu'il faut le savoir au niveau des ressources humaines. Tout le monde n'est pas égal devant le télétravail. Ceux qui étaient leaders déjà en entreprise avant ne se sont confortés dans leur façon de travailler. Et le fait qu'ils soient seuls à la maison ne leur pose aucun souci d'enchaîner les visios, etc. En revanche, et ce n'est pas du tout péjoratif, il y a des personnes qui sont plus dans le mode suiveur, qui en entreprise apportent beaucoup, dans le travail en équipe, dans la cohésion, etc. Mais qui, eux, pour le coup, se retrouvent totalement démunis parce que quand vous allez leur demander demain quels sont leurs objectifs, est-ce que les objectifs que je vous ai donnés sont faits, ils ont plus de mal à justifier ce qu'ils ont fait à la maison que ceux qui ont pu avancer dans des objectifs chiffrés et facilement quantifiables. Donc ça aussi, j'attire votre attention là-dessus dans la façon dont vous allez évaluer vos collaborateurs par la suite. Ça va être important parce que cette année, là où ils auront été à distance, encore une fois, celui qui n'aura peut-être pas non plus des objectifs sonnants et trébuchants, pour autant, c'est pas pour autant qu'il n'aura rien fait, mais il aura peut-être travaillé différemment, donc c'est important. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est la souplesse, alors, la limite entre la frontière entre le monde professionnel et le monde personnel était déjà floue avant, et c'est une des failles qu'évoquait Christophe Corne à l'instant. C'est une des failles. Aujourd'hui, quand on travaille avec le même PC, et la multiplication des PC a aussi ses limites, aujourd'hui, elle est renforcée. Quand vous faites du télétravail, aujourd'hui, la personne, il n'est pas exclu qu'à un moment, elle aille, pour une raison ou une autre, aller vite fait sur l'école directe des enfants pour aller chercher 2-3 notes, etc. C'est pas que c'est interdit par l'entreprise, mais on va peut-être pas lui demander de changer de PC pour ça. Et encore une fois, il y a toute une frontière entre la personne qui fait qui surfe toute la journée avec son PC de travail et celui qui va juste chercher une information. Deux manières de se connecter également. Quand vous faites du télétravail de manière occasionnelle, c'est peut-être pas la peine de mettre vraiment toute une structure en place. En revanche, la personne peut accéder par Internet. Elle peut accéder à sa messagerie par Internet, elle peut accéder à un certain nombre d'informations par Internet. Mais dès lors que le travail, et ça j'insiste là-dessus, dès lors qu'il est appelé à se répéter, dès lors qu'on sait que c'est quantifié et que c'est régulier, j'invite à mettre en place ce que Christophe Corne disait à l'instant, c'est-à-dire que là, il faut vraiment partir sur quelque chose d'organisé au niveau de l'entreprise et de bien sécuriser son PC pour que vous puissiez faire ces actions-là. Tout cela, ça s'inscrit dans le nomadisme numérique. Le nomadisme numérique, il existait déjà aussi avant. Et quand vous prenez le taxi, quand vous vous connectez dans un taxi, quand vous vous connectez à l'hôtel, etc., vous vous retrouvez quelque part aussi en mode plus fragile parce que vous êtes sorti de l'entreprise. Mais le télétravail, c'est simplement une partie de ce nomadisme qui est beaucoup plus surveillé, beaucoup plus maîtrisé aujourd'hui. Donc je vous invite à suivre les directives que vous mettez en place. Et le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est peut-être aussi pourquoi aujourd'hui on s'intéresse aux hôpitaux, pourquoi on s'intéresse aux collectivités, alors qu'avant c'était surtout les entreprises. Et j'y inclurais presque aussi les TPE, les PME, si vous me le permettez. Pourquoi ? Parce qu'avant on disait je n'intéresse pas des hackers. Une personne qui aujourd'hui veut vraiment faire de l'argent, elle va peut-être plutôt attaquer des entreprises du CAC 40 et des entreprises qui sont bankable, comme on dit. Eh bien, pas du tout, parce que ces entreprises-là, elles ont des systèmes d'information depuis bien longtemps, et bien avant la crise du Covid, elles étaient déjà organisées. Elles ont des systèmes d'information qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître dans certaines entreprises familiales. Et encore une fois, je ne fustige personne. Ou dans certaines collectivités, et là je me fustige moi-même, puisqu'en tant qu'ancien maire, je peux vous dire que les collectivités, c'était le dernier de leurs soucis. On disait, avant qu'ils attaquent une mairie, il se passera, de l'eau coulera sous les ponts. Et bien aujourd'hui, on y est. Pourquoi ? Parce que les hackers suivent l'actualité. Et aujourd'hui, si vous attaquez une petite entreprise qui n'a aucun brevet et où il n'y a pas vraiment d'intérêt, il y a de grandes chances que ça passe relativement inaperçu. En revanche, dans le contexte actuel, il y a les collectivités qui travaillent encore beaucoup pour maintenir un lien social et faire vivre les villes avec ce qu'on connaît. Et puis il y a les hôpitaux. Donc dès lors que vous attaquez un des deux, vous avez de grandes chances de passer aux 20 heures. Et là, pour le coup, c'est réussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce sont des réflexions sur le télétravail qui sont importantes parce qu'encore une fois, il y a un avant et un après. Et l'après, ce ne sera pas du tout télétravail, ce ne sera pas non plus du tout en entreprise. Et les impacts aujourd'hui, quand je dis que c'est une révolution, le télétravail, c'est vraiment une révolution parce que derrière, ça touche l'immobilier.
Je ne sais pas si vous, dans vos entreprises, vous êtes concernés, mais aujourd'hui, sur la région parisienne notamment, vous allez à la Défense, il y a un tiers des tours de la Défense qui sont libérés aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut continuer? Il y a des questions qui se posent pour les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut continuer à les chauffer? Est-ce qu'il faut continuer à les entretenir comme on le faisait auparavant? Est-ce que finalement, le fait de faire de la rotation, d'avoir des personnes à la maison et en entreprise, c'est peut-être pas une mauvaise solution, parce que derrière, on est sur... voilà, la personne n'est plus forcément à son bureau, mais elle vient occuper un bureau dans l'entreprise et ça tourne, il y a un turnover. C'est ce qu'on appelle la méthode américaine, ça existe depuis longtemps, mais c'est une question qu'on peut se poser. Ça intervient également dans la répartition des ménages sur notre territoire, tout simplement. Avant, les gens se rapprochaient de la ville parce que c'est là où il y avait les meilleures connexions, il y avait la fibre, il y avait tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, quand ils peuvent avoir le cadre verdoyant d'une petite ville à la campagne ou d'un village et qu'ils peuvent se connecter comme s'ils étaient au bureau, on a aujourd'hui des jeunes couples qui s'installent dans les collectivités qui étaient devenues des collectivités dortoirs. On a des enfants qui viennent dans les écoles où il y avait des classes qui se fermaient petit à petit. Donc, c'est une révolution. Je passe sous silence parce que ce n'est pas le sujet du jour. Tout ce qui est restauration, la restauration d'entreprise est en train d'être révolutionnée aussi. Ils souffrent beaucoup parce que certains ne vivaient que de la restauration d'entreprise. Et aujourd'hui, le fait de manger à domicile. Et c'est pour vous dire on ne peut pas raisonner. La cybersécurité est un pan, mais il faut raisonner immobilier, il faut raisonner implantation du territoire, il faut raisonner restauration, etc. etc. Pour revenir un petit peu sur la partie plus cyber qui nous concerne aujourd'hui, les bons conseils ont été donnés par Christophe. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup du bon sens. Encore une fois, il faut quitter la sensibilisation. Maintenant, il faut passer vraiment à l'action. Donc, il faut que les entreprises soient prêtes à pouvoir faire des sauvegardes. Donc, déjà, identifier les risques. Où est-ce qu'il y a possibilité de s'introduire ou pas dans l'entreprise. Ensuite, essayer de sauvegarder ces données. Alors, depuis quelques jours, la donnée a changé. Avant, on disait mettez vos données dans le cloud. Bon, aujourd'hui, il faut être sûr que le cloud ne prenne pas feu. Alors, là aussi, on revient sur du bon sens. Il y a quand même toujours des sauvegardes locales qui sont intéressantes à faire. Le système sauvegarde quotidienne incrémentale ou les sauvegardes plus importantes, voilà, il faut jouer avec ces deux types de sauvegardes. Et puis, le dernier point, j'espère que je vais choquer personne, je dirais qu'aujourd'hui, aucune entreprise n'est inviolable. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, on a beau acheter toutes les solutions qu'on veut, et il y en a des bonnes, des solutions, mais il y a un moment, il s'agit simplement de retarder le hacker. C'est ce qu'on appelle la technique de la défense en profondeur. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre un maximum de remparts pour retarder. Des fois, vous savez que vous allez être attaqué, et le but, c'est qu'il n'atteigne pas la partie vitale de l'entreprise, qui est souvent la donnée, puisque aujourd'hui, les données, le vol de données, c'est une des premières intentions. Les données se revendent. Elles peuvent être banales pour vous, mais elles peuvent être plus intéressantes pour d'autres. Excusez-moi, j'ai un peu... Et donc là, pour le coup, c'est important de rester sur ces données de bon sens, et il faut les retarder un maximum. Et comme le disait encore une fois Christophe tout à l'heure, vous pouvez avoir un certain nombre de murailles pour les retarder. Le danger peut venir de l'intérieur. Vous pouvez avoir un de vos collaborateurs qui n'était pas d'accord avec une de vos décisions, qui vous en veut à mort, et qui du coup va pouvoir organiser son attaque de l'intérieur. Et là, pour le coup, malheureusement, c'est un peu ce que craignent tous les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place n'a plus vraiment d'action. Et il va falloir simplement jouer sur... Alors ne soyez pas méfiants envers tous vos collaborateurs, même ceux avec qui vous avez quelques discussions accrochées. Mais c'est important de le savoir. Il y a un bon nombre d'attaques. Michel Rochelet nous donnera peut-être le nombre, mais il y a pas mal de nombre d'attaques qui viennent de l'intérieur de l'entreprise. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, parce qu'encore une fois, on sait ce que vivent les responsables d'entreprise. Et voilà, aujourd'hui, dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est une chose. Mais encore une fois, c'est le bon sens. Essayez de garder un maximum de données cruciales chez vous. Essayez de les sauvegarder. Et peut-être le dernier point, c'est peut-être là-dessus que je vais terminer. Organisez-vous. Voilà. Imaginez, demain, prenez une feuille et dites-vous que vous avez été attaqué. Dites-vous que vous n'avez plus de données, que vous n'avez plus de PC, vous n'avez plus d'électricité chez vous. Et comment vous allez vous organiser? Comment vous allez faire vivre votre entreprise sans tout ça? Voilà. Moi, le premier jour, ça me restera grave à vie. Quand j'ai commencé chez PSA plus Citroën, on m'a remis un PC portable et à côté un calepin et un crayon de papier. Et c'est pas une blague. Et on m'a dit le calepin et le crayon de papier serviront le jour où le PC ne marchera pas. Et ça, il faut s'organiser. Les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ils ressortent du papier, ils ressortent du crayon.
et ils essayent de dispatcher les malades comme ça dans les services en fonction de leur pathologie. Et tout simplement, quand on y est préparé, ça va beaucoup mieux. C'est pas pour autant que l'informatique, ça reste un outil formidable, mais il faut simplement se préparer à la suite. Donc voilà, merci. Ludovic, Christophe, merci beaucoup. Alors, vous nous avez donné des pistes de réponse pour se protéger efficacement. Ce que je vous propose, avant que nous concluions, c'est si certains d'entre vous avaient des questions précises, et on a encore un quart d'heure, on a tenu dans les temps, j'avais dit 1 heure, et un quart d'heure, si on veut, de questions-réponses. S'il n'y en a pas, ça ne dérange pas. L'idée, c'est qu'on organise des webinaires, des petits déjeuners sur les thématiques qui sont importantes en ce moment, on le sait. Alors là, je vais laisser la parole à l'assistance. Si, messieurs, vous pouvez débloquer les micros de ceux qui veulent intervenir. J'essaierai de voir au mieux, parce que vous êtes tout petits pour nous, vous êtes nombreux et tout petits, mais j'essaierai de donner la parole au fur et à mesure. Levez la main, comme ça je le vois. Et puis, voilà. Y a-t-il des questions ? Steven, je vois, c'est bon. Ton micro, Steven. C'est de Mac, oui, tout à fait, oui. Alors, j'ai une question. Nous, on stocke tous nos documents sur Google Chrome. Quel est le risque ? Alors, l'opérateur, en réalité, c'est pas Google Chrome. Google Chrome est juste l'outil. Derrière, c'est stocké dans des data centers opérés effectivement par Google. Le risque, c'est ce que disait tout à l'heure Ludovic, c'est-à-dire que c'est pas parce que vos données sont dans le cloud qu'il ne faut pas opérer vous-même une sauvegarde. La meilleure sauvegarde, pour faire simple, c'est un disque USB qui peut se débrancher, qui est sur votre ordinateur pour synchroniser les données et que vous débranchez régulièrement. Et vous pouvez en avoir 2 de façon à jamais prendre de risques. Voilà une bonne méthode de protection. Après, est-ce qu'il y a un risque à mettre ces données dans le cloud, en dehors d'événements de nature exceptionnelle, comme ceux qu'on a vécu la semaine dernière ? Potentiellement, pas forcément. Potentiellement, aujourd'hui, des grands opérateurs, Microsoft, Amazon, Google, qui est évoqué là, sont des opérateurs qui ont un niveau de sécurité quand même optimum. Et des fois, il faut mieux mettre ces données dans le cloud avec ces opérateurs dont c'est le métier aussi de les protéger, plutôt que de les laisser ouverts à tous les vents dans votre système d'information. Après, et dernier point, pour être complet, Google, on le sait tous, c'est pas en France. À ma connaissance, et je peux me tromper, à la différence des 2 autres que j'ai cités, américains, n'ont pas de data center en France. Il se pose aussi la question de la souveraineté de vos données. Il faut savoir, grâce à l'ancienne présidence des États-Unis, que vos données sont sous la juridiction des États-Unis à partir du moment où elles sont opérées par un opérateur américain, y compris si vous êtes domicilié en France. Ça peut faire réfléchir. Alors, je me rapproche de l'écran parce que je verrai mieux. J'ai une question d'Étienne Barrier qui dit est-ce à dire si on est à 100% sur Office 365 et qu'on laisse les mises à jour de Windows se faire sur nos PC, on a déjà un bon niveau de sécurité, messieurs? Oui, tout à fait. Alors, ils sont soumis, il y a des études aussi de chaque côté, de la part des operating systems. Il y a ce qu'on appelle les failles 0D. C'est à peu près les seules. Les failles 0D, c'est à peu près les seules failles où, si vous êtes attaqué le jour-là, c'est un petit peu compliqué puisque l'éditeur n'aura pas encore eu le temps de développer un correctif. Mais hormis ces failles-là, effectivement, l'éditeur, lui, s'engage à vous donner régulièrement un certain nombre de mises à jour qui contiennent justement des correcteurs et des endroits où on peut corriger ces failles-là. Donc, vous mettez quand même toutes les chances de votre côté. Je ne sais pas si tu veux compléter, Christophe. Non, je partage à 200%, et juste pour illustrer la faille inconnue il y a maintenant 10 jours de Microsoft sur son produit Exchange, produit de messagerie, ne touchait que les infrastructures installées chez des clients, donc potentiellement dans votre data center, vous, dans vos locaux, versus Office 365, qui est le produit équivalent de Microsoft dans le cloud, qui n'était pas impacté. Il y a une vigilance et une rapidité d'exécution qui différera si c'est géré par vous, si c'est géré par un opérateur cloud. Merci messieurs. Alors n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans le chat. Sinon, comme Michel Rochelet est avec nous, s'il a peut-être quelque chose à nous dire également, je veux bien lui céder la parole volontiers. Sinon, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Qui veut poser des questions ?
Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que tout le monde a parfaitement entendu les mesures à mettre en place. Vous m'entendez? Oui, Michel, allez-y. Oui, bonjour. Non, mais j'ai rien à rajouter. Tout a été dit. Et je partage totalement ce qui a été annoncé par nos deux intervenants. Pas de problème. Parfait, merci. Jean-Michel? Oui. Vas-y, Georges. C'est Georges Lorenz. Au-delà du montant de la rançon, je suppose que de toute façon, les hackers ne renverront pas les données pour débloquer le système. C'est à moi qui ai posé la question? Je ne sais pas qui pourrait y répondre, mais voilà. Oui, mais... on laisse déjà répondre Ludovic, et puis... oui, voilà, je préfère que... Je pense que Ludovic ou Christophe ont la réponse. Hein. N'hésitez pas, voilà. C'est une réponse collégiale. Vous dire, voilà, c'est une réponse collégiale, mais je peux simplement dire que l'ANSSI ne recommande pas de payer la rançon. Voilà. Pour plusieurs raisons, tout simplement, dès lors que vous avez... si vous payez la rançon, déjà, vous êtes soumis à la bonne... au bon vouloir et à l'honneur, si vous voulez, si tant est qu'ils en aient des hackers. C'est-à-dire que voilà, s'il tient parole et qu'il réellement vous redonne de quoi déchiffrer vos données, c'est à moindre mal, vous aurez payé une rançon, mais quelque part, vous aurez récupéré votre donnée. L'autre solution possible, c'est qu'effectivement, vous payez la rançon, mais que derrière, ils ne tiennent pas parole et du coup, vous êtes dans la même situation. Là, c'est le scénario le pire. Et puis, le côté un petit peu... qui est un peu compliqué dans tout cela, c'est que dès lors que vous acceptez de payer la rançon, c'est que quelque part, vous remettez une pièce dans la machine, c'est-à-dire que vous faites pérenniser le système. C'est-à-dire que le hacker aujourd'hui qui a voulu attaquer une entreprise, demain, il n'y a pas de raison qu'il s'interdise de le faire sur une autre, puisque ça a fonctionné avec une. Donc, quelque part, vous remettez un petit peu une pièce dans la machine en disant, voilà, certaines entreprises vont payer, donc ça vaut peut-être le coup que vous continuez à attaquer les entreprises. Mais encore une fois, je tiens à dire qu'un certain nombre, on ne peut pas fustiger les chefs d'entreprise qui ont payé. Certains se sont dit, devant la perte de production qu'ils ont, des fois ça se chiffre, quand vous prenez des voitures notamment, à la minute on sait qu'on produit un certain nombre de voitures. Et quand vous voyez toute cette production qui aurait pu être faite et qui ne se fera pas, le dirigeant d'entreprise, si vous voulez, il a soit des dollars ou soit des euros en tête qui se dit mais c'est quand même dommage, en payant une rançon somme toute raisonnable, je vais peut-être m'en sortir rapidement. Voilà. Donc des fois, ce n'est pas le cas, mais on peut malheureusement comprendre que certains se soient engagés dans cette voie. Apparemment, je n'ai plus d'autres questions ni par écrit, ni de demande de parole. Si tel le cas, n'hésitez pas, sinon je prendrai acte de passer à la conclusion. Mais vas-y, je t'en prie. Là, c'est pas un psychologue qui vous parle, mais si dans vos collaborateurs un jour, il y en a un qui a appuyé qui a ouvert la fameuse pièce jointe qu'il ne fallait pas ouvrir, je compte sur vous aussi pour essayer d'échanger avec lui, parce que je l'ai vécu dans certaines entreprises, c'est tout de suite la bête à abattre de la part de tout le monde. Moi, je l'ai vécu à la région Grand Est quand c'est arrivé. Déjà, normalement, il ne faut pas donner le nom à la personne. On peut dire que c'est une erreur humaine, on s'en tient là. Mais imaginez pour la personne qui l'a fait, elle a la culpabilité de l'avoir fait, et après elle est soumise à la vindicte de l'ensemble de l'entreprise. Et certains vont jusqu'à commettre l'irréparable. Donc voilà, c'est grave. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Mais en tant que chef d'entreprise, souvent on aurait tendance à dire « mais pourquoi tu as fait ça ?» Je peux comprendre qu'on soit énervé, mais il faut essayer de comprendre pourquoi elle l'a fait. Peut-être que ce mail il est revenu de manière répétitive, qu'elle a réussi à l'éviter une dizaine de fois, mais que la 11e, c'était la fois de trop, elle n'a pas fait attention. Vous voyez, juste essayer d'avoir à l'esprit cette compréhension-là, parce que encore une fois, c'est très très dur à vivre pour la personne qui l'a fait. Un grand merci Ludovic, un grand merci Christophe de nous avoir donné ces pistes, ces premières pistes de réponse pour se protéger efficacement. Bien entendu, on ne manquera pas d'orienter les prochains webinaires, petit déjeuner vers ces aspects des choses qui est important pour les PME. Je vous propose d'aller voir aussi le site ce soir, puisqu'il est depuis 16h en ligne. Remontez-nous vos réactions, faites-nous part de ce que vous ressentez en le faisant. Il est là pour vous. C'est notre force à la CPME, c'est pas de blabla, mais du contact direct. Donc remontez, n'hésitez pas. C'est grâce à vous aussi que nous avons pu avoir les résultats que l'on a cette année. Donc profitons-en.
Je vais remercier aussi notre prestataire TSE qui nous a merveilleusement encore fait un petit show ici à Electropolis. Remercier encore Philippe d'EDF et Claude, le directeur d'Electropolis. On essaye de tourner régulièrement, comme vous avez pu le faire pour les vœux. On était chez Cofimé. Nous sommes un petit peu... L'idée, c'est ça, c'est de faire vivre un petit peu le 68, de rayonner au sein des entreprises qui le composent. En attendant, merci à tous, belle soirée à vous tous et à très bientôt. Voilà, au revoir. Merci.